Smith. Merci, Madame la Présidente. J'ai un amendement. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour présenter un amendement qui, je l'espère, atténuera certaines des préoccupations soulevées par la communauté des personnes handicapées, en particulier au sujet de la coercition exercée sur les patients vulnérables pour qu'ils acceptent un décès provoqué par un médecin. Étant donné le déséquilibre de pouvoir bien établi dans la relation médecin-patient et l'intensification de ce déséquilibre lorsque le patient est vulnérable, les patients ont souvent ressenti une pression pour accepter le suicide assisté lorsqu'il leur a été suggéré. La docteure Ramona Coelho a témoigné devant ce comité en tant que médecin de famille ayant de nombreux patients vulnérables et pauvres, et elle a affirmé que le projet de loi C7 doit inclure une disposition exigeant que les conversations sur l'aide médicale à mourir soient menées par le patient. Elle a déclaré au comité, lorsque vous êtes confronté à une perte de fonction, que vous êtes privé de soutien essentiel, que vous vivez dans la pauvreté, les choses peuvent être accablantes pour nous tous. Il existe une forme subtile de coercition qui peut tirer profit de l'état d'un tel patient en lui signalant qu'il est préférable qu'il soit mort. Lorsqu'on l'a interrogée sur la dynamique de la relation médecin-patient, elle a expliqué « Je vais expliquer dans cette relation avec mes patients cette sorte de confiance sacrée que nous avons. Je ne l'offre que des bonnes choses qui sont bonnes. Par respect par ses patients, il faut la clarté dans le projet de loi. Lorsqu'on parle de l'aide médicale à mourir. La docteure Catherine Ferrier a soulevé une préoccupation similaire lorsqu'elle a témoigné. Je rendrai également illégal de le suggérer à quiconque, et cela inclut le simple fait de l'énumérer comme l'une des options, parce qu'en tant que professionnels de la santé, nous avons un différentiel de pouvoir. Ce que nous soulevons comme option est souvent compris comme une recommandation, même si nous n'avons pas l'intention. La docteure Léonie Herx, en réponse à l'idée que l'aide médicale à mourir devrait être introduite en même temps que d'autres options médicales, a déclaré, et je cite, « Mais l'aide médicale à mourir n'est pas une option comme les autres. Elle est irréversible. Elle a des implications éthiques et professionnelles importantes. Si un médecin introduit ce programme, cela peut représenter toute la pression nécessaire pour pousser une personne à la poursuivre. » Cet amendement est également une demande directe du Conseil des Canadiens avec un handicap, la Société canadienne des médecins de soins palliatifs, la Nation Siksika et de nombreux autres médecins et organisations. Quel est le problème, pourrait-on se demander, lorsqu'on présente à un patient toutes ces options? Dans de nombreux cas, probablement rien. Mais cette crainte n'est pas hypothétique. Nous savons que cela s'est produit avec des patients vulnérables, avec des patients extrêmement vulnérables. Nous savons que beaucoup se sont vus proposer la mort à plusieurs reprises, alors qu'ils n'ont manifesté absolument aucun intérêt. Lorsque le résultat de cette pression pourrait entraîner la mort, nous devons agir. Je suis sûr que nous avons tous entendu l'histoire de Roger Foley, un homme de London, en Ontario, qui a été diagnostiqué avec un trouble neurologique qui limite sa capacité à bouger ses bras et ses jambes. Alors qu'il était à l'hôpital depuis des années, il a demandé à plusieurs reprises de l'aide pour trouver des soins à domicile adéquats. Au lieu de cela, des médecins lui ont proposé le suicide assisté à au moins 4 reprises, alors qu'il ne manifestait absolument aucun intérêt pour la mort. Cet incident, il a même enregistré un incident de ce type qui a fait l'objet d'une grande attention médiatique. Cela a attiré l'attention du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, qui a finalement écrit une lettre sévèrement formulée, exprimant une grande inquiétude et des recommandations fermes. Et nous savons maintenant que l'inquiétude des Nations unies sur cette question ne fait que croître. Lorsque j'ai soulevé cette question avec l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Intégration des personnes handicapées, elle a reconnu le déséquilibre des pouvoirs et a convenu qu'il est problématique pour un médecin d'évoquer l'option de suicide assisté avec un patient qui n'en a pas démontré d'intérêt. Lorsque je l'ai interrogé spécifiquement sur Roger Foley, elle a déclaré, je cite, « Je suis très préoccupé par la situation particulière de l'individu dont vous avez parlé. Très franchement, je peux vous dire qu'il n'est pas le seul. J'entends régulièrement des familles qui sont consternées par le fait qu'elles prennent leur enfant, potentiellement leur enfant plus âgé, et se voient proposer l'aide médicale à mourir. Je pense qu'il faut que cela cesse.
Elle a également exprimé sa volonté de prendre en considération l'amendement que je propose aujourd'hui, que je considère comme une victoire pour la communauté des personnes handicapées. La ministre a raison, Roger Foley n'est pas seul. Au comité, Krista Carr d'Inclusion Canada a cité de nombreux exemples de coercition documentée. La semaine dernière, lorsque Jonathan Marchand a témoigné devant le comité, il a expliqué qu'après s'être retrouvé aux soins intensifs et avoir subi une trachéotomie d'urgence pour l'aider à respirer avec l'aide d'un respirateur, on lui a dit qu'il aurait besoin de soins 24 heures sur 24. Il a dit, je cite, « Incapable de parler, plusieurs médecins ont fait pression sur moi pour que j'accepte l'euthanasie. » Ou, je cite, « soins de confort », comme il l'appelait, pour mettre fin à ma vie. Je n'ai jamais demandé cela. Chers collègues, cette situation est déchirante et dérangeante et j'espère que nous en prenons tous note. Le sénateur Dalphon a souligné en début de semaine que Jonathan Marchand, après sa comparution devant le comité sénatorial, a finalement reçu des soins à domicile et qu'il n'est plus obligé de rester dans une chambre d'hôpital pour le reste de sa vie. Je ne pourrais pas être plus heureux pour M. Marchand. Cependant, franchement, je pense que c'est une tragédie qu'il ait fallu une comparution devant un comité parlementaire fédéral pour que M. Marchand soit entendu et vu. Il occupait un espace devant l'Assemblée nationale du Québec pendant 5 jours et 5 nuits par semaine pour protester contre ce qu'il considérait être son incarcération. Cela ne me réconforte pas de savoir que lorsque sa vie est devenue un sujet de relations publiques, des mesures ont finalement été prises. Qu'arrive-t-il à tous les autres Canadiens vivant avec un handicap ou une maladie chronique qui n'ont pas la possibilité de se présenter devant un comité parlementaire télévisé? Je pense que la lettre de M. Marchand au sénateur Dalphon, après qu'il a soulevé cette question, devrait nous indiquer que ces inquiétudes n'ont pas été rassurées. Chers collègues, le fait que plusieurs médecins aient proposé la mort à M. Marchand, alors qu'il était au plus profond du désespoir, est une chose qui devrait nous causer à tous un grand malaise. D'autres gouvernements ont reconnu ce déséquilibre de pouvoir et le risque de coercition qui existe lorsque les médecins proposent un suicide assisté à un patient vulnérable qui n'en a pas fait la demande. L'État de Victoria en Australie, par exemple, a inscrit dans sa législation l'exigence que je propose aujourd'hui. Les discussions sur le suicide assisté doivent être menées par le patient. Je tiens à remercier les nombreux groupes et dirigeants autochtones pour leur important plaidoyer sur cette question. Je voudrais citer une partie d'une lettre que nous avons reçue aujourd'hui qui dit « Notre population est vulnérable à la discrimination et à la coercition dans le système de santé et devrait être protégée contre des conseils non sollicités concernant l'aide médicale à mourir. Ces mesures civiles devraient être étendues à tous les Canadiens. » Fin de la citation. Chers collègues, le raisonnement est clair. Toutefois, permettez-moi d'expliquer la formulation particulière rédigée par le bureau du greffier, acceptée par les parties prenantes, les médecins et les juristes médicaux avec lesquels nous avons travaillé, car je n'aurai pas de réponse définitive aux préoccupations techniques soulevées, étant donné le format de ce débat. Le premier article peut sembler beaucoup trop large. Si elle est lue de façon isolée, j'avais des questions à ce sujet lorsque j'ai reçu cette ébauche pour la première fois. Toutefois, le bureau du greffier m'a assuré que dans la loi fédérale, la règle et l'exception sont traditionnellement séparées, comme cela a été fait ici. Les articles seront lus ensemble par toute personne chargée de les interpréter. Le premier article interdit à un médecin de fournir des informations à un patient qui souffre d'une maladie grave et irrémédiable. Le deuxième article annule ce premier article si le patient demande des informations sur l'aide médicale à mourir. Chers collègues, cela permettra d'atteindre l'effet souhaité, à savoir qu'un médecin ne peut pas offrir l'aide médicale à mourir à un patient qui ne l'a pas demandé, tout en restant conforme à la loi fédérale. Un amendement similaire a été proposé à la Chambre des communes. Toutefois, cet amendement était punissable par mise en accusation, ce qui préoccupait certains, peut-être à juste titre. Nous avons donc fait en sorte qu'avec cette proposition, tout médecin qui enfreint cette interdiction ne puisse faire l'objet que d'une condamnation par voie sommaire. Pourquoi imposer une sanction? Sans sanction, il n'y a pas de mise en œuvre, il n'y a pas de mordant, donc pas de réelle protection. Suffit de regarder l'article pour plus de certitude concernant les droits de conscience dans le projet C14.
Il se peut que l'article ait indiqué les souhaits du Parlement. Cependant, les provinces peuvent légiférer, l'ont fait autour de pour éviter cet article. Malheureusement, il n'était pas applicable. On veut donc éviter le même écueil. Le fait de cet article est que les patients vulnérables seront protégés contre la coercition, qu'elle soit subtile ou manifeste, réelle ou perçue, de la part des médecins ou des praticiens. Nous connaissons déjà le message que le projet de loi C7 envoie à la communauté des personnes handicapées. En tant qu'avocat ontarien vivant avec un handicap, David Shannon a déclaré dans un article récent, et je cite, « Je veux l'égalité dans mon monde et à ma place au Canada. Comment serais-je jamais égal si les gens pensent que je devrais être mort? Plus de 6,2 millions de Canadiens, 22 de la population, souffrent d'un handicap. Le phare de leur vie et l'amour qu'ils donnent devrait-il être éteint? Des histoires de vie perdues comme des larmes dans la pluie. » Je sais qu'aucun d'entre nous, même les plus fervents partisans de ce projet de loi, ne veut envoyer ce message aux personnes vivant avec un handicap. Cependant, c'est le message qui est entendu haut et fort. Assurons-nous que ce n'est pas le message qu'ils entendent dans le cabinet de leur médecin. Si nous protégeons les patients vulnérables contre les pressions ou la coercition excessive, nous pouvons éviter des décès inutiles. Point final. Ne laissons pas la gravité de cette situation nous échapper. J'espère que nous pourrons tous soutenir cette approche équilibrée afin de garantir que l'accès n'est pas entravé pour ceux qui le demandent et que nous pouvons éviter la pression horrible que subissent les Canadiens vulnérables, d'autant plus que ce régime est radicalement élargi. Avec cet amendement, nous ferons en sorte que plus jamais, lorsqu'un patient demande de l'aide, une bouée de sauvetage ou une chance d'avoir un avenir prometteur, un médecin ne réponde en lui offrant plutôt la mort. Par conséquent, je propose que le projet de loi C7 ne soit pas lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à la page 7 par l'ajout de ce qui suit après la ligne 30. 1.1. La loi est modifiée par adjonction après l'article 241.2 de ce qui suit 242.21 sous-section 1. Le médecin ou l'infirmier praticien qui fournit des informations sur l'aide médicale à mourir à une personne qui présente un état de santé grave et irrémédiable est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s'applique pas si les informations fournies sur l'aide médicale à mourir ont été demandées par cette personne. Merci.